Bonjour et bienvenue sur le plateau de Mobility TV pour une thématique encore passionnante aujourd'hui. On va essayer de comprendre pourquoi le prix des voitures va augmenter, est en train d'augmenter. Il y a des raisons structurelles, conjoncturelles, il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup d'explications possibles pour ce sujet-là. Et donc on va essayer de faire au mieux avec nos invités pour tout comprendre. Je n'ai aucun doute puisqu'on a des experts autour de la table. Rémi Cornubert, bonjour. Vous êtes associé chez Advancy et merci d'être là. À vos côtés, Marc Mortureux. Merci beaucoup d'être là, directeur général de la plateforme automobile. Merci à vous. Et en face de vous, Bernard Desbouvry, BDC Consulting. Merci Bernard. Et puis nous avons en visio Stéphane Houry. Bonjour à vous, analyste financier chez Oddo BHF. Peut-être qu'on va commencer avec vous pour vous intégrer, vous qui êtes à distance. Qu'est-ce qui vous semble le plus prégnant quand on parle de cette augmentation des prix qui est en cours, qui est annoncée? Des constructeurs l'ont dit, Renault, Volkswagen, pour telle ou telle raison. Il y a du structurel, il y a du conjoncturel. Là, sur le conjoncturel, les hausses de matières premières, de certains prix, c'est quelque chose de, selon vous, là, c'est en ce moment lié à la crise, ou est-ce qu'il y a des choses quand même qui peuvent aussi s'inscrire sur la durée et qui expliquent que les constructeurs disent que les prix vont augmenter? Bonjour. Bon, en ce qui concerne ma partie, à savoir l'électronique, les semi-conducteurs, très clairement, il y a, à mon avis, deux sujets. Il y a un sujet conjoncturel qui est que le marché est en surchauffe, qu'il n'y a pas de capacité de production chez les fabricants de semi-conducteurs disponibles, qu'il y a des hausses de prix qui sont en train de s'opérer, que toutes les vérifications, tous les checks qu'on peut faire dans l'industrie nous disent que cette situation risque de perdurer sur 2022, voire 2023, parce qu'il n'y a pas de capacité de production disponible. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément est probablement plus structurel, c'est que vous avez aujourd'hui un marché qui est principalement des véhicules à combustion. Il y a une transition qui est en train de s'opérer, vous le savez évidemment, vers des véhicules hybrides et ensuite vers de l'électrique. Donc en fait, le contenu en semi-conducteurs en termes de valeur va augmenter très significativement dans les prochaines années et ça a déjà commencé. Oui, je reste avec vous. Cette pénurie de semi-conducteurs, évidemment, il y a l'aspect actuel. On sait que ça va durer, que des solutions sont en train d'être trouvées. Mais effectivement, cette hausse de prix peut être réglée assez vite, selon vous? Est-ce que malgré tout, comme vous l'avez dit, cette augmentation des technologies à bord, ça accompagne ce mouvement et qu'il y a la pénurie en plus qui vient peut-être aggraver, accélérer? Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Même si ce n'est pas toujours évident d'avoir le calendrier à l'avance. Non, mais c'est évident que ça s'ajoute. En fait, la pénurie, elle était évidemment pas du tout anticipée, hein. L'année dernière, au pire du moment de la crise du Covid, toutes les capacités de production ont été vidées en fait de la fabrication de puces de semis pour automobiles. Ça a été remplacé par d'autres marchés, hein, le PC, le mobile, enfin tout ce qui a permis de continuer à communiquer et à vivre pendant la crise. Donc c'était pas attendu et donc les capacités de fabrication de puces en fait n'étaient pas sizées pour permettre une accélération du marché de l'automobile en même temps que les autres marchés prenaient les capacités. Donc en gros ça va durer très clairement beaucoup plus longtemps que ce que tout le monde anticipait au départ. Je parlais hier avec des fabricants de puces spécialisés dans l'automobile. Eux, ce qu'ils disent aujourd'hui, c'est que leur principal enjeu, c'est pas le chiffre d'affaires, c'est pas la demande, mais c'est vraiment trouver de la capacité de production disponible pour 2022. On parle même pas de 2021. 2021 est fait, et ils ont l'air assez inquiets en fait. C'est-à-dire que ça va continuer. Les grands fondeurs type TSMC, qui sont pas du tout spécialisés à l'origine dans les puces pour automobiles, mais plutôt dans les puces pour mobile ou pour PC ou pour serveur, hein, tout ce qui est considéré comme les technologies les plus avancées, commencent à investir dans l'automobile. Mais ça va mettre du temps et le message qui passe, c'est qu'il n'y aura pas de capacité disponible réellement avant 2023-2024. Donc ça ne veut pas dire que la situation ne va pas s'apaiser un petit peu, hein, puisque les fabricants de puces vont prioriser, si on peut dire ça comme ça, les fabricants automobiles, parce que c'est quelque chose qui est visible par le grand public, il y a eu des interactions politiques sur le sujet, mais bon, la situation va perdurer quand même.
Effectivement, merci d'avoir pris le temps de vraiment faire ce point sur cette pénurie de puces électroniques semi-conducteurs. Marc Mortureux, les constructeurs français, ils n'en sont pas encore sortis évidemment de cette crise. Il y a une production en baisse, des annonces chiffrées trimestre par trimestre. Et effectivement, comme l'a dit Stéphane Houry, on sait que ça va forcément durer. Oui, au départ, on pensait que le deuxième trimestre de cette année serait plus difficile. Et en fait, on s'aperçoit que le troisième trimestre présente également de façon assez difficile. Et comme ça a été dit, effectivement, on s'inscrit dans une certaine durée. Donc on est dans une gestion, tout au long d'ailleurs de la chaîne d'approvisionnement, dans cet ajustement un peu au cas par cas pour essayer d'optimiser malgré tout les productions en fonction aussi de la valeur des véhicules pour effectivement tenir compte de cette pénurie, sachant qu'à côté des semi-conducteurs, on a aussi des grandes difficultés sur des augmentations de prix très importantes des aciers, de l'aluminium, des plastiques, avec des hausses très brutales de prix qui nous sont imposées. Faute de quoi, ils ne garantissent pas l'approvisionnement, donc il y a des vrais risques de rupture. Donc c'est vrai qu'on est dans un contexte qui est particulièrement difficile au quotidien pour l'ensemble des acteurs de la filière qui doivent, je dirais, jongler en fonction des approvisionnements, sans parler des difficultés aussi de transport maritime, avec des explosions aussi de coûts des containers entre l'Asie et l'Europe en particulier. C'est vrai que tous les témoignages que je peux avoir, c'est un peu du jamais vu dans l'ampleur de tous ces ajustements qui sont arrivés et toutes ces difficultés qui se cumulent. Et effectivement, Rémi Cornubert, l'idée c'est de se dire que là, notamment sur les puces électroniques, il y a du structurel, il y a du conjoncturel qui se cogne, si on peut dire, et donc l'effet sera inévitable d'avoir des voitures plus chères. Peut-être pas toutes les voitures, mais voilà, les constructeurs vont devoir, comme l'a dit Marc Mortureux, vraiment arbitrer et ça va forcément se répercuter. Alors, cela étant dit, ce n'est pas un sujet nouveau parce que ça fait des années qu'il y a une augmentation en fait, du prix moyen des voitures. C'est intéressant à remettre en perspective. Qui est supérieur en fait, à l'inflation. Quand on regarde sur une longue période, le prix d'une voiture augmente en Europe de 3-4% par an, alors qu'on a une inflation qui est bien moindre. Et comment on l'explique? C'est à chaque fois, il y a toujours de nouvelles technologies, il y a toujours des choses qui font que... On offre des nouvelles fonctionnalités aux clients. Donc c'est pour vendre mieux ses produits. Il y a la réglementation qui joue énormément. Il n'y a pas que la réglementation sur l'environnement, il y a aussi la sécurité. C'est important, oui. Donc en Europe, on a rendu un certain nombre d'équipements obligatoires. Et donc on a de plus en plus d'équipements qui sont obligatoires, donc ça augmente les coûts, ça augmente le poids d'ailleurs, le poids moyen a considérablement augmenté en plus d'une décennie. Donc on se fait taxer. Et on a des nouvelles technos qui apparaissent. Et donc si on revient sur le sujet de l'électronique, nous il y a plusieurs autres sujets à regarder de près, c'est que quand on électrifie la motorisation, on a besoin d'électronique de puissance. Qui est très nouveau pour l'industrie automobile. C'est des technos connus dans l'aérospatial, dans la défense, dans le ferroviaire. C'est très récent dans l'auto. Et on sait qu'on n'a pas assez de capacité installée. Et donc, comme il y a une accélération plus forte que prévue des ventes et donc des parts de marché des véhicules électriques, des hybrides rechargeables ou des hybrides tout court, il y a une tension très forte qui se produit. Alors, la chance sur l'électronique de puissance, si on regarde un peu les aspects géopolitiques, c'est qu'on a des acteurs européens. Donc on a ST Microelectronics, l'acteur franco-italien, il y a Infineon en Allemagne. Sur les fonderies qu'on a évoquées tout à l'heure, ce n'est pas le cas. Et donc c'est d'ailleurs un débat qui est très politique, qui a eu, est-ce que l'Europe doit investir pour qu'on ait une autonomie sur ça et qu'on construise une fonderie de semi-conducteurs en Europe? Effectivement, oui, parce Stéphane Houry l'a dit, TSMC, le taïwanais, pour lui, c'est peanuts, on va dire, l'automobile, ça va évoluer, mais pour l'instant, c'est effectivement pas son cœur de marché, loin de là. Bernard Desbourry, pour les constructeurs, il y a vraiment cette accumulation de normes, d'obligations, d'effets conjoncturels qui font que là, il faut arriver à faire en sorte de ne pas non plus trop effrayer le client quand on dit qu'on va augmenter le prix des voitures. Alors, je pense qu'il faut aussi rajouter à tous ces facteurs un facteur structurel qui est le passage à l'électrique. Bien sûr. Parce que ça nécessite évidemment des investissements énormes de la part des constructeurs, que ce soit dans les usines de batteries, dans les usines, il faut qu'ils adaptent leur outil industriel, il y a de la recherche et du développement. Donc tout ça, ça augmente encore leurs coûts et donc ils vont être obligés de répercuter une partie de ces coûts effectivement dans le prix. Donc je pense que c'est l'accumulation de tous ces facteurs qui fait dire qu'effectivement le prix des véhicules va continuer à augmenter, certainement encore plus fort que dans les années précédentes.
Oui, c'est ça. Ça peut aller au-delà des plus 3, plus 4% que vous évoquiez, qui était un trend moyen. Dans les quelques années qui viennent, oui, clairement. Oui, puisque mais déjà, on ne fera plus de moteurs thermiques non hybridés, donc voilà. À terme, je pourrais prendre l'exemple aussi de la sécurité routière. En fait, le bon côté de toute cette évolution, c'est qu'on répond à une attente sociétale, des véhicules plus sûrs, encore plus sûrs, alors avec des progrès très importants qui ont été faits, mais il faut toujours en faire, plus propres, plus intelligents. Moi, je prendrais l'exemple de la sécurité routière. Il y a une réglementation qui va rentrer en vigueur dans 1 an et qui impose à tout véhicule d'avoir la capacité d'informer le conducteur sur tout dépassement de vitesse, où qu'il soit. Et donc, des caméras, bien sûr, pour voir les panneaux, mais aussi les limitations de vitesse implicites. On a le fameux 80 km/h ou 90 km/h, zone 30, zone 50, etc. Ce qui veut dire que le constructeur devra mettre à disposition pendant au moins 7 ans un abonnement pour la mise à jour des données GPS partout en France et en Europe. Donc voilà, c'est un exemple positif. Encore une fois, il faut positiver, c'est des éléments de progrès. Mais d'un autre côté, c'est des surcoûts importants, avec la grande préoccupation que pour les véhicules d'entrée de gamme, évidemment, l'écart de coût qui est estimé pour cet exemple-là entre 200 et 300 euros, mine de rien, il est assez significatif, surtout pour les entrées de gamme. Bien sûr, et Rémi Cornueur, pour réaliser. C'est d'ailleurs bien pour ça que si on revient sur votre exemple, la plupart des pays européens mettent des aides à l'achat sur les véhicules électriques. En France, c'est pour compenser, encore 7 000 euros jusque prochainement. Et ça montre bien qu'il y a un tel décalage sur le coût des produits qu'on est obligé d'aider les consommateurs à acheter les véhicules propres. Parce qu'en fait, ils veulent bien avoir des véhicules propres, mais ils ne sont pas prêts à mettre un surcoût. Et puis ce ne sera pas éternel, tous ces primes, subventions. C'est en train de baisser un tout petit peu. La 1er juillet, ça passe de 7 000 à 6 000 effectivement pour les 100% électriques en France. Mais, et sur l'aspect de la sécurité routière, là, Marc Morturel le disait, c'est dans 1 an. Donc, on anticipe dès maintenant, forcément. Oui, alors on anticipe. Et puis encore une fois, c'est un phénomène qui dure depuis des années. Parce que tous les ans, il y a des nouvelles réglementations qui imposent des systèmes de sécurité active ou passive. Et qui fait que les véhicules s'enrichissent de nouveaux équipements, s'enrichissent en poids aussi, encore une fois. Donc voilà, donc tout ça, c'est un phénomène qui s'accélère en fait. Et il y a effectivement, par exemple, un constructeur comme Volkswagen qui a parlé d'indexation du prix en fonction du CO2. Donc du coup, plus le véhicule sera polluant, plus il sera cher. Ça, c'est quelque chose qui peut paraître aussi $250 le kilowattheure pour 2021. On est plutôt à 150. Alors après, par contre, quel va être l'avenir? C'est quand même difficile à savoir, parce que dans l'automobile, on considère que plus il y a de la masse, plus ça fait baisser les prix. Sauf que là, il y a quand même une part importante de la valeur qui est liée à des matières premières qui sont des denrées relativement rares, et qu'à l'inverse, si la demande est trop forte et trop rapide, on peut au contraire avoir une explosion des prix des matières premières. Donc il y a surtout beaucoup d'incertitudes, disons, pour le futur. Cette parité entre le coût thermique et électrique, selon certaines études, c'est 2025, 26, 27, 28. Entre 2025 et 2030, on pense qu'a priori, il y a un consensus autour de 2027. Mais sur le coût total à l'usage, enfin à l'utilisation, pas sur
sur le coût d'achat en 2025. Et ça présuppose que la fiscalité, qui est quand même très lourde sur les carburants, c'est à peu près 37 milliards d'euros par an pour les caisses de l'État, ne sont pas transférés vers l'électricité. Donc on sait très bien que ce n'est pas ce qui va se passer, puisqu'il faudra bien... Et ça, c'est aussi de grandes incertitudes sur la façon dont les choses vont évoluer. Mais c'est clair qu'on va quand même globalement vers un renchérissement. Et donc chaque constructeur aura aussi sa logique. Jean-Dominique Senard, patron de l'Alliance pour Renault, l'a dit, les voitures seront plus chères, mais on peut imaginer aussi que peut-être qu'ils vont vouloir se positionner aussi en premium sur certains types de voitures, peut-être le futur Kadjar, et que sur Twingo ou Clio, ils ne vont pas vouloir non plus faire flamber les prix et rester accessibles. Ça va être chaque constructeur d'avoir sa logique aussi, ou est-ce que malgré tout, ils seront obligés d'augmenter, même les entrées de gamme, même les plus petites, même les citadines Il y a une partie qui est imposée pour les raisons structurelles ou conjoncturelles qu'on a évoquées. Après, un produit, il est fait pour un segment de marché. Et quand on vise un segment de marché, les gens, ils ont une fourchette de prix qui sont prêts à dépenser pour acheter un type de véhicule. Et donc, c'est au constructeur de faire ce travail-là, de concevoir le produit et de le positionner en prix au bon niveau dans le segment, quoi. Et puis après, il y a dans les autres facteurs qui peuvent aider, on voit le développement de la LOA depuis des années, qui est un moyen aussi de changer la façon dont on achète ou consomme la mobilité avec une voiture, et qui permet aussi d'amortir ces hausses de prix, parce qu'en fait, c'est caché quelque part dans un loyer mensuel. Et puis, 10 € par mois, on se rend moins compte que le prix global, effectivement, ça peut aussi jouer. Bernard Desboré, vous vouliez ajouter On voit aussi une autre alternative pour le consommateur, c'est le VO. On voit que là, depuis 2 ans, le VO explose, alors que le VN a des difficultés, et on peut imaginer que dans les années qui viennent, ça va continuer, parce qu'il y aura l'effet écart de prix qui va s'accroître encore entre les VO et les VN, et puis on peut dire aussi que les véhicules d'occasion sont maintenant des véhicules qui sont déjà très au point technologiquement, très fiables, et qui ont beaucoup de qualité. Donc je pense que le marché va encore se disperser. Et ça peut aussi... Il y aura un des paradoxes, disons, de trouver le juste équilibre entre des contraintes très fortes sur les nouveaux véhicules, les véhicules neufs, qui a tendance effectivement à ralentir le renouvellement finalement des véhicules, puisqu'on va davantage vers le véhicule d'occasion, et c'est le cas aujourd'hui. Et de l'autre côté, on sait que si on veut progressivement aller vers ce qu'on appelle la neutralité carbone, il va falloir avoir un fort renouvellement. Donc il y a un équilibre à trouver entre les deux. Et pour le moment, on a l'impression qu'on met un accent extrêmement fort et une accélération incroyable vers effectivement les véhicules électriques, 100% électriques, dans des délais finalement assez rapides, avec des conséquences sur l'industrie qui vont être quand même extrêmement lourdes. Mais bon, il faut trouver un petit peu cet équilibre. Je pense que l'autre élément par rapport au prix pour le consommateur, c'est qu'on voit bien aussi peut-être une tendance aller davantage vers des mobilités partagées, vers une utilisation aussi du véhicule qui est quand même une valeur de plus en plus forte aujourd'hui. Et encore une fois, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais qui est objectivement pour pas mal de gens relativement mal utilisée, puisque le taux d'utilisation n'est quand même pas considérable. Donc on voit bien qu'il y aura aussi d'autres types de formules au-delà de la LOA, vers d'autres types de services. Et c'est tout ça sur lequel les acteurs de l'automobile doivent se positionner, parce que demain, c'est quand même une part importante des nouvelles chaînes de valeur qui vont se développer. Et c'est aussi pour ça qu'ils se diversifient, que justement, ils ne vont pas tout miser sur le VN, parce qu'il y aura ces contraintes, il y aura tous ces enjeux qui vont durer encore quelques temps. On aura le temps d'en reparler tous ensemble. Je remercie également Stéphane Ouvry qui était avec nous en tout début d'émission. Merci à tous les trois et à très bientôt sur le plateau de Mobility TV.